demanderai aux intervenants de respecter les horaires, s'il vous plaît. Donc il s'agit de communication de 10 minutes. Et la prochaine communication traite d'un sujet extrêmement important qui a déjà été un peu évoqué ce matin, les biphosphonates. Les biphosphonates, excellents médicaments dans leurs indications respectives, des médicaments dont on ne peut pas se passer, mais malheureusement, comme tous les bons médicaments, les médicaments efficaces, ils ont des effets délétères. Et parmi les effets délétères des biphosphonates, il y a une pathologie nouvelle, quoique Jackie ne sera pas d'accord avec moi, elle n'est pas si nouvelle que ça lorsqu'on se réfère à l'histoire et à certaines professions. Eh bien, ces biphosphonates sont à l'origine, notamment certains d'entre eux, sont à l'origine de certaines nécroses des maxillaires, des mâchoires. Et la prochaine communication appelle Madame le professeur Winselm de Constantine, qui va nous traiter de l'utilisation des biphosphonates dans le traitement des tumeurs solides. Madame, s'il vous plaît, c'est à vous, pour 10 minutes. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Feldman, qui n'est pas encore là, pour m'avoir laissé et m'avoir permis de me greffer en chirurgie dentaire et de me métastaser comme le cancer que je traite chaque jour. N'étant pas chirurgien dentaire mais oncologue médical de formation, j'ai parlé de la douleur du cancéreux en général, sans aborder la sphère bucco-dentaire, puisque ça a été très bien présenté par le professeur Debache et le professeur Aïdout. Donc les biphosphonates dans les tumeurs solides, cela a été. L'os est le premier site d'extension des cancers. Nombreuses sont les complications compromettant le pronostic fonctionnel et vital de ces patients. 2 tiers des cancers sont diagnostiqués à un stade avancé avec des douleurs. Les douleurs sont présentes dans la majeure partie du temps. Elles sont d'intensité modérée à sévère, de durée relativement courte à prolongée. Leur association à des manifestations psychologiques et fonctionnelles sont moins bonnes. Plusieurs cancers sont ostéophiles dans le sein, la prostate, la thyroïde, le rein, le myélome. Ces cancers sont dus à un excès de résorption ostéoclastique, entraînant des ostéolyses, des fractures, des hypercalcémies et des douleurs. Les métastases osseuses peuvent être ostéocompensantes ou ostéolytiques. L'approche thérapeutique ne peut être qu'une concertation entre médecins généralistes, entre imageurs, oncologues, radiothérapeutes et orthopédistes, afin de minimiser les souffrances et maintenir une meilleure qualité de vie optimale pour le patient. Je me redis là en disant que 3 types de cancers sont responsables à eux seuls de 80% des métastases osseuses dans le cancer du sein, prostate et poumon. 70% des métastases osseuses touchent la colonne ou le bassin et 10% sont retrouvés au niveau des os longs. 20% de ces métastases nécessiteront un traitement spécifique et 1% fractureront. En cas de symptômes osseux ou fractures, ceci signifie qu'on est en présence d'un stade tardif. Là, c'est juste une classification des patients avec douleur cancéreuse selon qu'il y ait une douleur aiguë liée au cancer, une douleur chronique préexistante et une douleur liée au cancer, des antécédents de dépendance aux stupéfiants et les patients en phase terminale. Donc, il y a nécessité d'évaluer la douleur et de la traiter. La prévention des complications liées aux métastases osseuses par le dépistage de celles-ci se fait chez les patients à risque, comme par la scintigraphie osseuse dans le suivi de cancers, comme par exemple celui du sein, en présence de symptômes. En cas de lésion, le clinicien devra décider si un traitement spécifique est nécessaire. Et de ce fait, plusieurs traitements sont possibles, à savoir la chimiothérapie, l'ajout d'un biphosphonate, la radiothérapie qui est utilisée dans le traitement des métastases osseuses symptomatiques. Son efficacité est de l'ordre de 80%, mais son efficacité diminue après 6 mois de traitement. La radiothérapie métabolique également, par le samarium et autres. La plupart des lésions osseuses symptomatiques sont traitées médicalement avec succès. Et de ce fait, l'arrivée des biphosphonates a changé notre approche dans la thérapie.
Leur utilité est bien démontrée pour les cancers du sein, la prostate, le rein, la thyroïde, myélome, cavum, avec une diminution de la progression et des complications liées aux métastases osseuses. Les biphosphonates ont un effet antinéoplasique sur la cellule cancéreuse et diminuent ainsi la sécrétion des facteurs d'activation, induisant l'apoptose des ostéoclastes et on inhibe ainsi leur prolifération. Cependant, leur tolérance est satisfaisante, mais des cas d'ostéonécrose mandibulaire ont imposé une vigilance accrue sur le plan stomatologique. Là, j'ai juste une structure chimique des biphosphonates montrant qu'il y a une grande portion des biphosphonates qui a une affinité pour les ions calcium, ce qui nous amène à faire un traitement par calcium en cas de traitement par biphosphonate. Différents types de biphosphonates existent. Ils sont divisés en 3 générations. La première génération dans l'acide éthydronique, chlordronique et telluronique, dans la puissance relative sur la résorption osseuse varie de 1 à 10. La deuxième génération est représentée par le fameux acide famidronique et l'acide alendronique, et la puissance relative sur la résorption osseuse va de 100 jusqu'à 1000. Cependant, la troisième génération est représentée par l'acide ibandronique, c'est l'ibandronate, l'acide isodronique et l'acide zolédronique, c'est le zométhane. Et la puissance relative sur la résorption osseuse va de 10 000 jusqu'à 20 000. La première étude ayant utilisé les biphosphonates dans les métastases des cancers du prostate a été l'étude ELOMA en 92. Et il y a eu après d'autres résultats dans le cancer du sein comparant le chlordronate à un placebo lors de la douleur d'un cancéreux et ayant montré des efficacités de 38% versus 19% pour le placebo. L'absorption, donc, c'est par voie intestinale, elle est faible, inférieure à 1%, pas de catabolisme élimination par voie urinaire. Cependant, il y a une très forte affinité pour la matrice minéralisée osseuse, ce qui entraîne une accumulation dans les sites de renouvellement osseux. Mais bon, là, c'est juste pour vous redire quels sont les biphosphonates existants en Algérie. C'est le chlordronate, le pamidronate, le zolédronate et l'ibandronate. Les recommandations de l'American Society of Clinical Oncology pour le cancer du sein ne concernent d'ailleurs que les dernières molécules, dont l'ibandronate et le zolédronate. Les formes orales sont non commercialisées aux USA. En Europe, il y a une préférence pour les formes orales à cause de la prescription pour les patients ne nécessitant pas des hospitalisations. Les indications actuelles de l'utilisation des biphosphonates sont les suivantes. Il y a 2 indications majeures dans la maladie métastatique osseuse, à savoir le traitement d'hypercalcémie maligne et le traitement palliatif de l'ostéolyse maligne, avec ou sans hypercalcémie, en complément du traitement spécifique de la tumeur primitive. Ils ont permis, donc, ces biphosphonates ont permis de contrôler 80% des hypercalcémies paranéoplasiques. Cependant, le chlordronate a rapidement été supplanté par le pamidronate puis le zolédronate, qui est actuellement le traitement de référence des hypercalcémies. Il y a une nouvelle indication qui existe depuis 2008, je crois, et c'est le traitement adjuvant dans les cancers à haut risque pour les métastases osseuses, et là, il y a l'intérêt de faire une ostéodensitométrie. Donc, plusieurs effets secondaires sont possibles, à savoir une néphrotoxicité, une fièvre, des arthralgies, et une augmentation quand même transitoire de la douleur dans 1 à 18% des cas, sans oublier les fameuses ostéonécroses. Il n'y a pas de durée limite dans les études. Il se poursuit jusqu'au décès ou jusqu'à la survenue d'effets secondaires ou progression. Cependant, de façon générale, on y arrive à faire un traitement d'au moins 24 mois. En prévention, donc, des études, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grande envergure, ont répondu à cette question. L'autre perspective concerne la prévention de l'ostéoporose induite par les traitements hormonaux à base d'anti-aromatase par l'utilisation de zolédronate et dernièrement avec une thérapie ciblée qui est le dénosumab. Quelle est notre expérience locale? Donc, nous avons utilisé 2 de ces molécules dans différentes localisations, à savoir le pamidronate chez 217 patients de novembre 2004 à décembre 2007, le zolédronate chez 175 patients de juin 2007 à décembre 2008, l'ibandronate également a été utilisé chez 68 patients de septembre 2007 à octobre 2008, et également le zolédronate de septembre 2008 à mars 2009, nous avons inclus 12 patients présentant un cancer du sein non métastatique, âgés de plus de 65 ans, avec un risque fracturaire élevé,
sous anti-aromatase, on leur a donné du zoledronate à 4 mg dose totale, une fois tous les 6 mois pendant 3 ans. Après 2 mois de traitement, nous avons noté une disparition totale des symptômes douloureux dans 73% des cas, une disparition partielle dans 22% des cas, et même intensité douloureuse dans 5% des cas. 4 mois après le traitement, il y a une disparition totale dans 81% des cas, partielle dans 16% des cas. Cependant, la symptomatologie restait inchangée dans 3% des cas et on nécessitait des plages de radiothérapie. Après 6 mois de traitement, il y a eu disparition totale des douleurs dans 83% des cas et partielle dans 14% des cas. 3 mois après fin de traitement, une scintigraphie osseuse a été faite. Elle a été améliorée, la réponse a été plus de 50% des cas dans 29% des cas, stable dans 53% des cas et progressive dans 18% des cas. Cependant, et je rejoins le professeur Fekki, nous n'avons noté aucune ostéonécrose mandibulaire. Bon, les biphosphonates, c'est une classe thérapeutique intéressante de par leurs propriétés pharmacocinétiques, mais aussi de par leur grande variabilité en termes de puissance d'effet. Leur tropisme, donc l'affinité spécifique au niveau de la biophase de l'os, permet d'optimiser les posologies et les schémas d'administration. La découverte donc de ces aminobiphosphonates dans le zoledronate, l'ibandronate et le pamidronate a permis des activités antinéoplasiques nouvelles, potentialisatrices des effets antitumoraux hormonaux des cytotoxiques. Comme conclusion, nous dirons que 4 millions de personnes à travers le monde souffrent chaque jour d'une douleur modérée à sévère à cause du cancer. La soulager devient l'impératif thérapeutique et qui permet de contrôler environ 90% de ces cancers. Traiter précocement la douleur en fonction du mécanisme qui la génère, évaluer l'efficacité thérapeutique a pour but de préserver une meilleure qualité de vie, de sauvegarder l'intégrité psychique et physique du patient. La prise en charge du patient cancéreux ne peut être que pluridisciplinaire et peut se faire qu'en agissant dans la concertation et en privilégiant toujours l'intérêt du patient. Je vous remercie. Et merci beaucoup d'avoir respecté votre créneau. Comme on vient de le voir, les biphosphonates, et comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, sont d'excellents médicaments lorsque leurs indications sont respectées. Je voudrais juste faire écho à une question qui a été posée ce matin concernant les biphosphonates par voie orale. Les biphosphonates qu'on prescrit habituellement pour la prévention de l'ostéoporose chez la femme. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs recommandations dans ce domaine concernant les médecins dentistes, notamment pour l'implantologie. Et je regrette personnellement que le Zometa, qui n'est pas un biphosphonate par voie orale, c'est donc un biphosphonate par voie intraveineuse, qui est la molécule de référence pour les oncologues actuellement, notamment pour les métastases osseuses des cancers du sein, de la prostate et du poumon. Le Zometa, je l'ai constaté à 3 reprises au moins, est prescrit par certains rhumatologues dans le cadre de la prévention de l'ostéoporose. Je ne sais pas si notre collègue rhumatologue Eva, qui était là ce matin, elle pourra peut-être nous en parler, mais c'est regrettable parce que l'une de ces patientes me disait « Oui, j'ai demandé à mon rhumatologue de me prescrire un biphosphonate pour que ça aille plus vite et pour que j'ai tout de suite la bonne dose. » Et malheureusement, cette patiente, avec 3 injections de Zometa, 3 injections, donc en 3 mois, elle a développé une ostéonécrose de la mandibule. Donc, c'est ça, en fait, que je trouve regrettable, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure concernant la bonne indication des biphosphonate. Il ne m'appartient pas de dire ce qu'il faut prescrire pour un collègue rhumatologue ou oncologue, mais cette interdisciplinarité qu'on avait évoquée ce matin veut que, étant donné qu'on est tous concernés et on va tous dans le même sens pour le bien du patient, à partir du moment où il y a des molécules spécifiques, indiquées pour certaines pathologies, il faut essayer de préserver les molécules de référence pour les choses les plus importantes. Et je vous passe tout de suite la parole s'il y a des questions dans la salle. Je suis bombardé de questions lorsque j'évoque le problème des biphosphonates à Strasbourg ou ailleurs. Notamment
concernant le mode d'action, l'éthiopathogénie des ostéonécroses, l'implantologie. Oui. C'est vrai que l'intérêt des biphosphonates dans les traitements cancéraux sont d'un intérêt certain, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un lien donc potentiel entre la prescription de ces biphosphonates et l'apparition d'ostéonécrose maxillaire, d'où l'intérêt d'envoyer vos malades avant la mise en route des traitements sous biphosphonates, donc pour la mise en condition de la cavité buccale. C'est pour ça que je n'ai pas repris cet aspect-là. Bravo de le rappeler et merci. Ça devient maintenant, d'ailleurs, ça fait partie des recommandations actuelles. Tout comme pour la prévention de l'ostéoradionécrose, dans le cadre de la prévention de l'ostéochilionécrose ou de l'ostéonécrose due au biphosphonate, une consultation pré-prescription est obligatoire maintenant. Il faut rechercher et éliminer tous les foyers infectieux d'origine dentaire avant la prescription. Et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs protocoles éventuellement d'interruption du traitement dans le cas où il y a une ostéonécrose ou dans le cas où on veut pratiquer un acte chirurgical chez certains patients, etc. C'était juste pour compléter le point de vue du professeur Aïdoud. On avait présenté justement l'année dernière aux journées de cancérologie justement la prise en charge du patient qui est sous biphosphonate. Et on avait mis l'accent justement sur la préparation pré-thérapeutique chez le patient. C'est considérer à la limite, pour faire passer l'information, considérer le patient comme étant un malade à risque. Voilà, donc le préparer en pré-thérapeutique, une mise en état de la cavité buccale qui est indispensable. Et ensuite se posent les questions, les recommandations là. Voilà. Et donc les recommandations de la SAF, c'est vis-à-vis de l'antibiothérapie éventuellement à mettre en route en cas d'un acte chirurgical. Voilà. Oui, Madame Le Sel. Bon, la question qui se pose en fait dans le cas des biphosphonates, que doit-on faire si on a un accident aigu au niveau de la cavité buccale? Faut-il interrompre ou pas interrompre, par exemple, le zometa ou l'immédiat qui sont dans la puissance est très importante? C'est la question qu'on se pose toujours. Faut-il arrêter? Faut-il compenser que la demi-vie plasmatique ou la concentration Oui, mais pour les quelques cas quand même qui ont été démontrés de façon mondiale, je vais dire, il y a eu interruption de traitement pour une période et reprise après, et si les mêmes symptômes persistaient, ils étaient obligés d'arrêter le traitement. Cependant, je voulais intervenir dans le sens où j'espérais que les chirurgiens dentistes interviennent dans ce sens. Et de ce fait, à partir de demain, ils vont être submergés par les maladies. Je vous l'assure. On en reçoit. Oui. Maintenant, on en reçoit d'une même. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on les reçoit très souvent maintenant avant la mise en route du traitement. Professeur Samson. Je suis désolé de vous contredire un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est son habitude. Non, mais c'est dans le sens du patient, parce que ce que vous avez expliqué, c'est justement ça. Et en fait, si vous demandez au patient ou qu'il le vit, l'arrêt des biphosphonates, il va revenir très rapidement parce que les douleurs réapparaissent. Or, l'arrêt du traitement, je parle avec les biphosphonates par voie IV, ne sert strictement à rien pour régler nos problèmes, enfin les problèmes bucco-dentaires. Parce que la demi-vie est tellement longue que vous n'obtiendrez aucune amélioration au point de vue bucco-dentaire. Je parle de la situation et du risque. Donc pourquoi pénaliser le patient qui est victime déjà d'un ennui? Ça, je vous le garantis, par expérience. Au début, tout le monde systématiquement arrêté, et moi j'ai dit tout de suite le contraire parce qu'il y avait la demi-vie, et puis surtout je voyais ces patients, le premier que j'ai eu était grabataire. Il a eu une seconde vie avec les biphosphonates. Et c'est lui qui m'a dit, vous ne les ferez jamais arrêter. Et je me suis dit, il a raison. Voilà, c'est tout. Et pour revenir sur le traitement préventif et tout ça, je vous mets en garde quand même, ça ne règle pas tous les problèmes. Parce
parce que nous avons justement fait cette chose-là. Et au vu des cas, puisque si vous avez un traitement, il faudrait attendre la cicatrisation osseuse parce que dès la première injection de Zometa, vous avez un blocage complet du remaniement osseux. Et vous pouvez voir vos alvéoles, si vous avez fait, on a des cas où l'ostéonécrose est secondaire à des extractions qui ont été faites avant la première injection. Donc, si on voulait être logique, il faudrait attendre la cicatrisation osseuse, c'est-à-dire 6 mois, pour faire le traitement. Eh bien, vous ne pouvez pas demander à certains patients d'attendre 6 mois. Et donc, je crois que ça aussi, il faut comprendre et voir les choses différemment. Et ce qu'on a dit sur la prise en charge des ostéonécroses, surtout au début, était d'une stupidité rare. C'est-à-dire, ne faites rien, n'y touchez pas. Moi, je n'ai pas fait des études pour regarder le patient mourir. Donc, j'y ai touché et on a démontré avec quelques-uns que justement, certaines ostéonécroses dues au biphosphonate IV, je ne parle pas des autres, eh bien, on pouvait les contrôler. Et on les contrôle le plus souvent, je vous garantis. Et donc, si vous laissez un foyer infectieux évoluer, vous allez à la catastrophe. Je peux vous le garantir. Mais c'est un sujet très intéressant. Et en fait, parce que nous, on a travaillé avec... il y a une équipe qui s'est constituée, pluridisciplinaire, avec les pédiatres, les endocrinos et les orthopédistes. Pour l'instant, ça se limite aux patients atteints d'ostéogenèse imparfaite qui est appelé à subir un traitement biphosphonate. Et donc, ils nous orientent leurs malades. Cependant, les oncologues, jusque-là, ils ne nous adressent pas leurs malades. Et donc, c'est pour transmettre le message. Merci, madame.